C était censé être un après-midi tranquille, un anniversaire, une fête. Mais un simple appel d'une voisine aigrie a déclenché une chaîne de décisions imprudentes. 2 policiers ont cru qu'ils géraient une intervention banale. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la femme qu'ils allaient menotter devant son petit-fils n'était pas une inconnue. C'était l'épouse d'un ancien chef de la police. Ce qui s'ensuivit, une vague de vérité, de colère, de conséquences. Pas une histoire. Un basculement. Alors installez-vous, car une fois que vous entrez dans ce récit, vous ne pourrez plus en détourner les yeux. Le soleil doré baignait les pelouses taillées avec soin du quartier de Valmont, une petite ville paisible du sud de la France. Les voisins étaient déjà sortis sur leur porche, une tasse de café à la main, souriant aux passants. Des géraniums s'ouvraient sur les rebords des fenêtres. Les oiseaux chantaient comme si c'était leur devoir sacré de rappeler que, malgré tout, vie pouvait encore être belle. Dans la maison au coin de l'avenue des Marronniers, Madeleine Beaulieu préparait l'anniversaire de son petit-fils. Elle avait 78 ans, une voix douce mais ferme, et des gestes marqués par une vie de soins et de générosité. Elle portait un tablier ancien aux motifs fanés, et ses mains, ridées mais sûres, déplaçaient les plateaux de petits gâteaux à la vanille avec la précision d'une chef d'orchestre. Chaque mouvement semblait chorégraphié, hérité de décennies de gestes répétés avec tendresse. Elle alignait les douceurs comme on borde un enfant, avec patience et soin. Le sucre glace s'élevait en nuages légers, collait parfois à la pointe de son nez sans qu'elle s'en rende compte. Sur le coin de la table, une boîte en métal cabossée renfermait encore les vieilles recettes écrites à la main, certaines tachées de chocolat ou de confiture, d'autres effacées par le temps. Tout dans la maison respirait l'amour et l'attention. Le parquet lustré grinçait légèrement sous ses pas. Les murs étaient tapissés de photos encadrées où l'on voyait des enfants riant aux éclats, des chiens à moitié flous, et Maurice, toujours au centre, un sourire chaleureux accroché aux lèvres. Des ballons verts et jaunes flottaient près du plafond. Ils frottaient doucement contre le plâtre, provoquant de légers crissements à peine audibles. La lumière de l'après-midi passait à travers les rideaux de dentelle, faisant danser les couleurs sur les murs comme un vitral vivant. Une banderole écrite à la main disait « Joyeux anniversaire, Léo ». Chaque lettre dessinée avec application par Madeleine et coloriée par Léo la veille au soir. Le bout de la langue dépassant de sa bouche alors qu'il s'appliquait à ne pas déborder. Le petit garçon, 8 ans, s'agitait dans tous les sens, trop excité pour rester en place. Il tournoyait dans la pièce comme un feu follet, riant à chaque bruit de ballon qui frôlait son oreille. Il voulait du glaçage vert, parce que c'était la couleur de son super-héros préféré, Capitaine Émeraude. Celui qui avait, selon lui, le pouvoir de guérir les gens, rien qu'en les regardant dans les yeux. Madeleine riait doucement, le laissant parsemer le gâteau de confettis colorés. Il en mettait une poignée sur le dessus, une autre dans sa bouche, et une dernière tombait inévitablement par terre. Mais elle ne disait rien. Elle le regardait comme on regarde une chanson qu'on aime, avec cette tendresse silencieuse qui ne demande rien d'autre que le moment présent. Elle lui tendit un petit couteau pour lisser le glaçage, et il s'appliqua comme un apprenti pâtissier en mission secrète. De temps à autre, il levait les yeux vers elle, guettant son approbation, et elle hochait la tête avec un sourire qui disait « Parfait ». Dehors, les voisins passaient devant chez elle en souriant. « Joyeux anniversaire, Léo !» lança un homme en promenant son chien, un labrador âgé qui boitait un peu mais s'arrêtait toujours devant le portail de Madeleine, espérant une caresse ou un biscuit. Une voisine, une vieille amie, dit à voix haute « Ça sent meilleur qu'à la boulangerie !» Son rire fendit l'air comme une cloche familière. Madeleine répondit en souriant depuis le perron. « Alors venez le goûter, j'ai de quoi nourrir un régiment. » Elle tenait un plateau de verre de limonade à la main, qu'elle posa sur la grande table de jardin, couverte d'une nappe au motif de tournesol. Des enfants couraient déjà autour de l'arbre, jouant à attraper les rubans suspendus aux branches. C'était le genre de journée qui commence avec la promesse d'un souvenir heureux. Le ciel était d'un bleu doux, presque transparent, et les nuages semblaient se tenir à l'écart, comme s'ils comprenaient que ce jour-là,
il ne fallait rien troubler. Les oiseaux s'étaient invités à la fête, chantant depuis les haies bien taillées. On entendait le froissement des feuilles, les éclats de rire d'enfants, les notes familières du tourne-disque que Madeleine avait mis en route dès le matin, comme une incantation contre l'oubli. Elle avait passé la veille à préparer les recettes de son mari, celles qu'il faisait jadis quand les enfants du quartier venaient tous souffler leurs bougies dans leur jardin. Elle avait même ressorti le vieux tablier qu'il portait parfois pour plaisanter, celui avec un sein de moustache et l'inscription « Le roi des fourneaux ». Madeleine avait gardé chaque ustensile, chaque moule, comme un petit trésor de mémoire. Il y avait la cuillère en bois, à moitié fendue, qu'il refusait de jeter, le saladier en céramique, avec une ébréchure en forme de croissant de lune, et la cloche en verre qui couvrait toujours leur gâteau préféré, même quand il n'y avait plus que des miettes. Même la vieille nappe à carreaux rouges et blancs avait été repassée ce matin-là, avec amour. Elle l'avait sortie du coffre à linge avec un soin presque cérémoniel, la caressant du bout des doigts avant de la tendre au soleil quelques minutes, comme pour lui redonner vie. Léo avait aidé à gonfler les ballons jusqu'à en avoir le vertige. Il avait éclaté 2 ballons sans le vouloir, ce qui avait provoqué des éclats de rire incontrôlables, et Madeleine, en riant elle aussi, lui avait dit qu'un anniversaire sans accident n'en était pas un vrai. Ils avaient collé des étoiles fluorescentes au plafond, ces mêmes étoiles que Maurice achetait en cachette pour Noël. Certaines ne collaient plus très bien, mais Léo insistait pour qu'elles soient là, parce que la nuit, ça fait comme si on était dans l'espace. Il les avait placées tout autour de la banderole, et l'effet était magique quand on éteignait les lumières. Ils avaient installé des chaises en cercle sous le grand arbre du jardin, celui que Maurice appelait notre chapelle verte. Les cousins, les voisins, les amis d'école s'y installeraient bientôt, les genoux pleins d'herbe et les mains couvertes de sucre. Le vieux tourne-disque de son mari Maurice jouait doucement un vinyle de Brassens, ses mots graves et tendres se faufilant entre les branches, accompagnant les préparatifs comme une vieille promesse murmurée. Madeleine ferma les yeux un instant, laissant la chanson l'envahir, comme un souvenir retrouvé dans une boîte à musique. Et l'odeur du gâteau se mêlait à celle des lilas en fleurs. Mais 2 maisons plus loin, derrière une haie parfaitement taillée, Madame Delacour observait. Chaque brin de laurier semblait taillé à l'équerre, une frontière nette entre son monde et celui des autres. Elle vivait seule, veuve depuis longtemps, et passait ses journées à scruter les mouvements du quartier comme d'autres lisent les nouvelles. Un monde en miniature s'étendait devant ses fenêtres, un théâtre familier où elle tenait le rôle de spectatrice vigilante. Autrefois institutrice, elle aimait à penser qu'elle veillait sur l'ordre et la sécurité de Valmont, comme elle veillait jadis sur le silence d'une salle de classe ou sur l'orthographe parfaite d'un devoir. Elle connaissait les horaires des éboueurs et s'agaçait si le camion passait avec 10 minutes de retard. Elle avait noté dans un petit carnet les plaques des véhicules qui ne revenaient pas 2 fois. Les habitudes de chaque facteur remplaçant lui étaient familières. Celui qui sifflait faux, celui qui mettait les lettres de travers, celui qui saluait d'un geste trop large, comme s'il voulait être vu. Elle pouvait dire si un vélo posé contre une clôture était nouveau, et elle l'avait déjà fait, une fois, en sonnant chez des voisins pour leur signaler une anomalie. Ses stores étaient toujours entrebâillés juste assez pour voir sans être vus, un art qu'elle maîtrisait avec la précision d'un guetteur en poste. Lorsqu'elle aperçut un homme noir, grand, d'une 50aine d'années, portant une table pliante vers la maison de Madeleine, elle n'y vit ni aide ni affection. Elle y vit une menace. Ses yeux plissés se posèrent d'abord sur ses mains, puis sur ses chaussures, puis sur son dos penché. Elle fronça les sourcils, se redressa lentement de son fauteuil, un vieux modèle à bascule dont les accoudoirs étaient lustrés à force d'y poser ses coudes, et prit ses jumelles, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Ce geste n'était ni rare ni impulsif. Il faisait partie de son rituel. Les jumelles pendaient toujours au même crochet, près de la fenêtre, comme un outil de précision prêt à servir. Il riait, parlait avec Madeleine, s'était accroupi pour attacher un ballon au dossier d'une chaise.
Son sourire était large, naturel, ses gestes calmes. Mais pour Madame Delacour, cela ne faisait que renforcer son malaise. Elle n'avait jamais vu cet homme auparavant. Il n'était pas dans son registre mental du quartier, ce tableau vivant qu'elle tenait à jour depuis des années, avec l'obsession d'une archiviste. Elle ne se demanda pas s'il était un parent, un ami, un voisin venu prêter main forte. Elle ne se demanda pas non plus pourquoi Madeleine, cette femme aimée de tous, l'aurait accueillie chez elle avec tant de naturel. Le fait même que Madeleine, d'ordinaire si douce, si digne, lui adresse un rire sincère en présence de cet inconnu, la dérangeait presque autant que la présence de l'homme lui-même. Elle attrapa son téléphone et composa calmement, mécaniquement. Chaque chiffre appuyé avait le poids d'un jugement. Elle appela la police avec le ton calme mais chargé de suspicion que certains connaissent si bien. Elle n'éleva pas la voix, n'ajouta pas de détails inutiles, simplement des mots précis, taillés pour son effet. « Oui, bonjour. Il y a un homme suspect devant chez ma voisine. Je ne le connais pas. Il entre et sort comme s'il habitait là. Et la dame, elle ne semble pas dire grand-chose. Je pense que vous devriez venir. » Ces mots glissèrent comme un poison dans les oreilles du standardiste. Il n'avait rien d'urgent en apparence, mais il portait le ton de ceux qui croient veiller sur quelque chose de fragile, de précieux, et qui pensent agir pour le bien commun. C'était un quartier tranquille, et l'appel d'une femme âgée ne pouvait être ignoré. Elle savait cela. Elle en avait l'habitude. Elle avait déjà signalé des adolescents bruyants, une voiture garée trop longtemps, un livreur qui ne disait pas bonjour. Mais cette fois, elle ajouta une phrase qu'elle avait répétée 1000 fois dans sa tête avant d'appeler, une phrase qu'elle savait peser lourd. « Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose. » Elle la prononça doucement, avec une sincérité feinte, presque une caresse dans la voix. Comme si elle venait de poser un filet invisible autour de la scène, transformant la bienveillance en soupçon. Quand l'appel fut terminé, elle retourna à sa fenêtre et continua d'observer. Elle n'éprouva ni soulagement ni doute, seulement cette sensation d'avoir accompli ce qu'elle pensait être un devoir. Peu importe les ballons, les décorations ou le rire des enfants. Peu importait la voix joyeuse de Léo appelant Madeleine, ou les éclats de rire qui s'échappaient des fenêtres ouvertes. Pour elle, la peur parlait plus fort que l'évidence. Et cette peur, ancienne et tenace, se drapait dans la certitude tranquille que l'ordre était chose fragile et qu'un rien pouvait le briser. Elle resta là, droite comme un soldat en faction, sa tasse de thé posée sur la tablette, oubliée, refroidissant à côté de ses souvenirs fanés. Le thé avait viré, mais elle ne bougea pas. Son regard suivait les gestes de l'homme. Le moindre détail devenait preuve. Le moindre sourire devenait alibi suspect. Une part d'elle espérait que la police viendrait assez vite pour éviter le pire. L'autre attendait presque une justification, une confirmation de son pressentiment. Elle guettait moins la vérité qu'un récit conforme à ses peurs. Au commissariat de Valmont, 2 policiers prirent l'appel. L'adjudant Brice Fournier, un vétéran aux méthodes directes, et le jeune agent Hugo Lambert, tout juste sorti de l'école. Le premier, large d'épaules, au regard dur, traînait avec lui le poids des années passées à patrouiller dans des quartiers où la méfiance était devenue réflexe. Il avait l'autorité dans la voix, l'économie dans les gestes, et peu de patience pour les nuances. Le second, encore peu habitué aux subtilités de la rue, avait cette nervosité des débuts, ce mélange de zèle et d'incertitude. Il portait encore l'écho des cours de droit dans sa tête, l'idéal de servir avec justice, mais son regard cherchait constamment la validation de son supérieur. Quand le téléphone sonna, Brice décrocha avec la lassitude d'un homme qui pense déjà savoir ce qu'on va lui dire. Il prit des notes d'une écriture sèche, puis grogna un « très bien » avant de raccrocher. En voiture, l'adjudant lut le rapport. Homme noir, quarantaine ou cinquantaine, comportement suspect, possible effraction. Il le lut à voix haute, sans émotion. Lambert jeta un œil, fronçant légèrement les sourcils. « On a des antécédents à cette adresse ?» demanda-t-il, espérant une base plus solide. Brice haussa les épaules. « Pas besoin d'attendre qu'un drame arrive pour intervenir. C'est notre boulot de vérifier. » Lambert tourna la tête vers la vitre, mal à l'aise. Il pensa aux mots du formateur. « Chaque appel est une promesse de tension. Ce que vous en faites, c'est votre signature.
mais il garda le silence. Brice conduisait vite, les phares allumés alors que le soleil brillait encore. Quand ils arrivèrent devant la maison de Madeleine, elle était en train d'accrocher des rubans au-dessus de la porte. Sa silhouette, encore droite malgré l'âge, se dessinait contre la façade ensoleillée. Elle portait toujours son tablier, celui taché de sucre et de farine, et ses doigts tremblaient à peine en nouant les derniers nœuds. En apercevant la voiture de police, elle s'essuya les mains sur son tablier et sortit sur le perron, une lueur d'interrogation dans les yeux. Elle marcha calmement vers la rambarde. « Bonjour, messieurs. Puis-je vous aider » demanda-t-elle poliment, la voix douce mais ferme. Brice avança d'un pas. Il jeta un coup d'œil rapide à la cour, au ballon suspendu, au gâteau visible par la porte entr'ouverte. Il ne sourit pas. « Madame, nous avons reçu un signalement d'un individu suspect à cette adresse. Nous devons vérifier votre identité et la situation. » Sa voix était neutre, mais son corps déjà prêt à intervenir. Madeleine fronça les sourcils, surprise. « Cet homme est mon neveu. Il m'aide à organiser l'anniversaire de mon petit-fils. C'est ma maison depuis 20 ans. » Sa voix n'avait pas changé de ton, mais ses mains se crispaient sur le tissu de son tablier. Lambert, à ses côtés, regarda les décorations, les guirlandes qui dansaient doucement au vent, les enfants qui riaient dans le jardin, les chaises colorées, la lumière douce. Il hésita. « Tout semble, » commença-t-il, mais Brice le coupa d'un regard. Il ne semblait pas prêt à écouter. Ses yeux étaient fixés sur Madeleine, mais son esprit était déjà ailleurs, dans ce scénario préétabli où le doute devenait soupçon, et le soupçon appelait à l'intervention. « Sortez avec nous, madame, on va régler ça. » Sa main s'approcha déjà de sa ceinture, par réflexe, comme s'il craignait une résistance improbable. « Je suis déjà dehors, et je coopère. »« Mais je ne comprends pas ce qui justifie une telle intervention, » répondit Madeleine, la voix ferme, posée, mais chargée d'une incompréhension sincère. Elle n'avait pas reculé, elle ne tremblait pas, mais son regard cherchait une explication, une justice. Brice ne répondit pas. Il attrapa son bras sans prévenir. Elle eut un sursaut, instinctif. « Mais enfin, que faites-vous ? » ?»« Je n'ai rien fait !» cria-t-elle, pendant que Brice la retournait brutalement et lui passait les menottes. Elle sentit le métal froid mordre ses poignets. Ce n'était pas tant la pression que la signification du geste qui la glaça. Elle, qui avait tenu des nourrissons dans ses bras, qui avait soutenu ses voisins endeuillés, qui avait porté les sacs de courses d'inconnus et préparé des tartes pour les fêtes de rue, se retrouvait là, bras tordus, menottée comme une criminelle. Son cœur battait vite, non pas par peur, mais par incompréhension. Comment était-il possible que la gentillesse puisse se heurter à une violence aussi froide? La douleur physique était minime comparée à l'humiliation. Elle avait connu des accouchements, des deuils, des veilles sans sommeil, mais rien ne préparait à ce que son humanité soit ainsi balayée d'un revers de procédure. Sur le perron de sa propre maison, devant les ballons flottants et le gâteau qu'elle avait décoré avec amour, elle était réduite à une suspecte. Les ballons bougeaient doucement, comme indifférents au drame en train de se jouer, et le glaçage du gâteau fondait lentement au soleil, témoin muet d'un après-midi qui devait être heureux. Léo, de l'intérieur de la maison, aperçut la scène et poussa un cri pur, sans barrière, né d'un choc qu'un enfant ne devrait jamais ressentir. Il courut vers la porte, les bras déjà tendus comme s'il pouvait attraper l'instant et le corriger. « Mamie, mamie !» cria-t-il, la voix déchirée. Il trébucha sur le tapis d'entrée, mais se releva aussitôt, les joues rouges, les yeux pleins d'incompréhension et de terreur. Le cri d'un enfant a une manière bien à lui de couper l'air. Il traverse les murs, pénètre les vitres et arrête le temps. Il figea plusieurs voisins qui étaient en train de discuter à voix basse, les tasses de café encore chaudes à la main. Un groupe de femmes âgées s'était installé sur le banc commun, parlant de fleurs et de douleurs articulaires. Elles se levèrent d'un seul mouvement. Les premières personnes commencèrent à sortir sur les trottoirs. Des hommes posèrent leurs journaux, des enfants cessèrent de courir. Certains levèrent les yeux, incrédules, les visages plissés d'une inquiétude sourde. Une femme sortit son téléphone et commença à filmer, la main tremblante, balayant la scène comme si elle-même n'en croyait pas ses yeux. Madeleine, menottée, tenta de se tourner.
Ses bras la tiraient, ses épaules protestaient, mais ce n'était pas la douleur qui la poussait à parler. C'était Léo. « Laissez-moi parler à mon petit-fils. Il a peur. » Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Mais Brice l'ignora. Il gardait les yeux fixes, son visage fermé comme une porte blindée. « Vous êtes en état d'arrestation pour entrée illégale et résistance à agent. » Ces mots tombaient comme des pierres, sans nuance, comme s'il les avait prononcés 1000 fois auparavant. Il ne voyait pas le jardin, ni les rubans, ni la nappe fleurie, ni les chaises d'enfants. Il ne voyait qu'une ligne à suivre, un rapport à remplir. Lambert hésitait, inquiet. Il sentait la sueur couler dans son dos, malgré la brise fraîche. Son regard passait de Madeleine au jardin, du visage en larmes du petit garçon à la banderole d'anniversaire accrochée de travers. Il sentait que quelque chose ne collait pas, que tout dans cette scène criait l'erreur, mais ses mots se coinçaient dans sa gorge. Il balbutia. « Chef, on devrait peut-être vérifier. Elle dit être la propriétaire. Et ce garçon ?» Il ne finit pas sa phrase. Brice le coupa d'un ton sec. « Elle a résisté. C'est tout ce qu'il faut. » Et dans cette phrase, il y avait la résignation d'un homme qui pense que les règles suffisent à tout justifier. Dans le salon, Léo pleurait dans les bras d'une voisine venue l'aider, une femme en robe fleurie, les cheveux gris remontés en chignon. Elle l'avait pris contre elle sans réfléchir, guidée par l'instinct. Elle lui caressait le dos, tout en regardant dehors, le visage blême. Ses lèvres remuaient sans bruit, comme si elle cherchait une prière oubliée. Elle connaissait Madeleine depuis 30 ans. Elle l'avait vue danser avec son mari sous les guirlandes de Noël, consoler une fillette blessée, passer ses dimanches à coudre des costumes pour les fêtes de l'école. « C'est pas possible, pas Madeleine, pas elle !» murmura-t-elle, incapable d'imaginer que cette femme puisse représenter autre chose que la bonté. Dehors, les protestations commençaient à monter. Les voisins ne restaient plus sur les seuils. Ils avançaient. Les regards s'affrontaient. La tension montait sans bruit, mais avec force. « C'est Madeleine !» cria une femme en claquant la barrière du jardin. Elle avait la voix éraillée par la colère. « Elle habite ici depuis toujours. » On entendait le claquement de sandales sur le trottoir, des pas décidés, des chuchotements qui devenaient des exclamations. Un vieil homme s'approcha lentement, appuyé sur une canne, le regard dur. Il avait les traits burinés, les épaules fatiguées, mais ses mots sortirent droits. « Vous allez dire à tout le quartier qu'elle est une menace? Cette dame a gardé mes petits-enfants. Elle est respectée ici. » Mais les menottes restaient. Le métal serré contre sa peau témoignait d'un jugement déjà rendu, d'un préjugé ancré plus fort que la raison. La scène avait cessé d'être silencieuse. Ce qui n'était au départ qu'un bruit d'ambiance, les murmures des voisins, le claquement des portails, le bruissement des feuilles, devint cacophonie. Des murmures se faisaient cris. On entendait les mots « honte »,« abus »,« pourquoi ». Des voix s'élevaient de partout, certaines brisées par l'indignation, d'autres tendues par une colère contenue trop longtemps. L'atmosphère était chargée, presque électrique. On sentait que l'équilibre fragile du quotidien venait de basculer. Brice faisait entrer Madeleine dans la voiture. Son visage était fermé, son dos raide, comme s'il avançait dans un scénario qu'il n'avait plus envie de questionner. Il tenait Madeleine par le bras, sans brutalité visible, mais sans la moindre douceur. Elle trébucha sur le bord du trottoir, déséquilibrée par ses poignets entravés. Lambert, resté quelques pas derrière, se précipita pour l'aider à se redresser. Il avait ce geste hésitant mais sincère, presque pudique, comme s'il demandait pardon sans un mot. Elle le regarda dans les yeux une seconde, ses pupilles claires remplies de tristesse, de dignité et de quelque chose de plus profond encore. Une blessure qu'il ne pouvait ni effacer ni ignorer. C'était un regard ancien, celui de ceux qui ont déjà traversé l'injustice et qui reconnaissent en silence qu'elle recommence. Elle se retourna une dernière fois, la voix claire, le menton levé malgré tout. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle dit seulement « Appelez Henri, dites-lui ce qu'il se passe. » Sa voix, bien qu'emprisonnée par le moment, traversa la foule comme une vérité nue. Un homme du voisinage, reconnaissable à son béret qu'il portait par tous les temps, releva la tête. « Henri Beaulieu ?» demanda-t-il, incrédule. « L'ancien chef de la police ?» Une femme, plus jeune, déjà en train de filmer depuis plusieurs minutes,
consulta son téléphone. Son doigt glissa vite sur l'écran. C'est sa femme. Elle s'appelle Madeleine Beaulieu. C'est écrit là, sur le site de la mairie. Elle a même reçu un prix pour ses actions bénévoles. Un autre voisin, ancien pompier à la retraite, serra les dents. Il avança d'un pas, les bras croisés, le visage rougi par la tension. Ils ne savent même pas qui vit ici. C'est ça la procédure maintenant. Sa voix résonna dans le silence naissant. L'agitation montait. Ce n'était plus un simple malaise, c'était de l'indignation. Des téléphones filmaient, les voix s'élevaient, choquées, trahies. Les regards ne cherchaient plus des réponses, mais des comptes. On entendait « Rendez-la ». Vous n'avez pas honte. C'est une grand-mère, pas une criminelle. Les enfants avaient cessé de jouer. Certains s'étaient rapprochés de leurs parents, cherchant à comprendre pourquoi tout le monde criait. Léo, toujours dans les bras de la voisine, sanglotait doucement, son visage enfoui contre l'épaule fleurie de la vieille femme. Même les ballons, battus par une brise soudaine, semblaient suspendus dans l'air, comme figés dans l'incompréhension collective. Le ciel était toujours bleu, le soleil toujours présent, mais tout dans la rue avait changé. Lambert, pâle, presque tremblant, contacta la radio. Son pouce glissa 2 fois avant d'appuyer sur le bouton. Poste de Valmont, ici unité 23. Pouvez-vous confirmer que Madame Madeleine Beaulieu réside au 12 avenue des Marronniers, épouse de l'ancien chef Henri Beaulieu? Sa voix tremblait légèrement, mais il reprit. Nous avons un doute sur la légitimité du signalement. Ses doigts tremblaient légèrement autour du micro. Il jetait des coups d'œil autour de lui, vers les regards pesants des voisins, vers les téléphones levés, vers les enfants immobiles. L'instant paraissait suspendu. Chaque seconde rallongeait l'humiliation ressentie par tous ceux qui connaissaient Madeleine. C'était comme si le temps refusait d'avancer, comme si le monde retenait son souffle en attendant une réponse qui aurait dû être évidente depuis le début. Brice, lui, restait figé, les mâchoires serrées, le regard obstinément dirigé vers l'horizon. Après quelques secondes de grésillement, la réponse tomba. Confirmé. Résidente légitime. Mariée à l'ancien commandant Henri Beaulieu. Libération immédiate recommandée. La voix était neutre, professionnelle. Elle n'avait ni chaleur, ni remords. Mais dans la rue, c'était comme si un couperet venait de tomber. Le silence tomba dans la rue. Mais ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence chargé, électrique, où chaque souffle semblait contenir une tempête. Il pesait sur les épaules de tous comme un couvercle prêt à exploser. Les murmures s'étaient éteints d'un coup, remplacés par cette immobilité collective où chacun cherchait à comprendre comment on avait pu en arriver là. Brice recula d'un pas, son visage dur commençant à se fendre d'un doute mal dissimulé. Il avait toujours avancé, avec l'assurance de ceux qui ne sont jamais contredits. Mais là, quelque chose craquait. Ce n'était pas la voix d'un supérieur qui l'avait arrêté, mais celle d'un quartier entier, debout, témoin, indigné. Les murmures se transformèrent en accusations, claires, franches, déchaînées. Vous n'avez même pas demandé son nom, vous l'avez humilié, et devant un enfant. Leur voix n'était pas violente, mais tranchante, forgée dans la stupeur et l'injustice. Une femme en larmes, les mains levées vers le ciel comme cherchant une réponse à ce qu'elle voyait, cria « Ma mère a le même âge. Vous feriez ça à la vôtre ?» Ces mots transpercèrent l'air, et plusieurs têtes se tournèrent vers Brice, dont les traits se durcirent davantage, mais cette fois pour dissimuler le malaise grandissant. Lambert ouvrit la porte de la voiture, lentement, sans bruit. Il n'osa pas regarder Madeleine dans les yeux tout de suite. « Je suis désolé, madame. » Sa voix était sincère, mais minée par la honte. Elle sonnait comme une première défaite pour lui, un aveu d'échec qu'aucune formation n'avait prévu de lui apprendre à gérer. Il retira les menottes, lentement, presque avec révérence. Chaque cliquetis du métal semblait résonner plus fort qu'un cri. Madeleine ne bougea pas. Elle massa ses poignets rougis, sans un mot. Elle ne pleura pas. Elle inspira profondément, les yeux humides, puis baissa les yeux en entendant de petits pas courir vers elle. Léo se précipita vers elle, s'accrochant à sa taille, le visage noyé de larmes, incapable de parler. Ses petites mains agrippaient le tissu de son tablier, comme s'il avait peur qu'on le lui arrache à nouveau. Il tremblait, secoué par des sanglots irrépressibles, le souffle court. Elle le serra contre elle,
posant une main sur sa nuque, l'autre entourant son dos comme une barrière contre le monde. « Je suis là, mon ange. Maman est là. » Elle n'était pas sa mère, mais dans ce moment, elle était tout ce qu'il avait besoin de sentir. Chaleur, sécurité, amour. Ces mots flottaient dans l'air comme une couverture douce, repoussant un instant la violence qu'il venait de subir. Puis elle se redressa, tenant toujours le petit garçon contre elle, mais le regard tourné vers Brice. Le silence s'était mué en attente. Tous attendaient sa réaction. Ses yeux brillaient, non de chagrin, mais d'une colère calme et glaciale, celle que seule l'injustice la plus absurde peut nourrir. Ce n'était pas la colère de l'impulsivité. C'était celle née des années d'efforts honnêtes, de services rendus, balayés en quelques minutes. Vous m'avez arrêté sans poser une seule question. Et maintenant? Vous allez faire comme si de rien n'était? Son ton était posé, mais chaque mot frappait comme une gifle. Il n'y avait pas de cri dans sa voix, juste une clarté tranchante, implacable. Personne ne parla. Brice baissa brièvement les yeux, ses poings toujours fermés. Il ne trouvait rien à dire, rien qui puisse laver ce moment. Même son souffle semblait peser plus lourd. Le superviseur arriva peu après, prévenu par la radio, le visage fermé. Sa voiture s'était arrêtée à peine 30 secondes plus tôt, mais il avait déjà vu assez depuis la rue pour comprendre que tout avait dérapé. Il descendit rapidement, sans perdre une seconde, les bottes martelant l'asphalte. Il marchait vite, son regard cherchant du regard ses hommes, puis se posant sur Madeleine, sur l'enfant, sur les dizaines de visages tendus. Il vit la foule, les téléphones levés, les larmes sur le visage de l'enfant. Il comprit. Il ne posa pas de questions inutiles. Il avança droit vers Madeleine, baissa brièvement les yeux en signe de respect, puis se tourna vers Brice. Henri Beaulieu aussi venait d'arriver. Une vieille voiture noire s'était garée un peu plus loin, en biais, comme si chaque seconde comptait plus que le stationnement. Il sortit sans un mot, les deux mains posées un instant sur le toit du véhicule, comme pour calmer la tempête qui grondait déjà en lui. L'ancien chef de la police ne portait plus l'uniforme depuis longtemps, mais sa stature, droite malgré l'âge, son regard d'acier et sa démarche lente mais assurée imposaient toujours le silence. Les gens se turent à son apparition. Ceux qui l'avaient connu dans son service baissèrent instinctivement les yeux, non par peur, mais par respect. Il avait été respecté, redouté même, dans sa carrière. Il avait dirigé des enquêtes complexes, désamorcé des crises, affronté la hiérarchie et les dangers avec la même rigueur. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le commissaire, ni le stratège. C'était le mari, le grand-père, l'homme trahi qui marchait parmi eux. Son visage trahissait peu d'émotion, mais ses traits tirés, sa mâchoire serrée et la tension dans sa nuque parlaient pour lui. Il passa devant les caméras sans un regard, devant les téléphones levés sans un mot, traversant la foule qui s'ouvrait lentement sur son passage. Certains voisins posèrent une main sur son bras, d'autres soufflèrent simplement. « On est avec vous, Henri. » Il marcha droit vers Brice, son regard planté dans le sien, chaque pas pesant. Le silence revint, cette fois plus profond, plus tendu. Il ne leva pas la voix. Il n'eut pas besoin de le faire. « Vous avez menotté ma femme, demanda-t-il, avec une intensité glaciale, chaque mot prononcé comme une lame affûtée. Brice tenta de se justifier, marmonnant quelque chose sur les procédures, les signalements, les appels anonymes. Il cherchait ces mots, trébuchait dessus, comme si son propre discours lui échappait. Henri ne haussa pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Son calme imposait davantage que n'importe quel cri. « Vous avez arrêté une femme de 78 ans dans sa propre maison, devant son petit-fils, sans vérifier le moindre fait. » Il marqua une pause. Le silence pesait comme un jugement. Puis il conclut, sec, sans appel. « Vous êtes suspendu. » Il n'avait pas besoin de convoquer une autorité supérieure. Sa seule parole, même à la retraite, suffisait à faire trembler l'instant. Il parlait avec l'assurance de quelqu'un qui avait donné sa vie à faire respecter la justice et qui ne supportait pas de la voir piétiner. Le quartier explosa. Pas en violence, en vérité. Comme si tous les silences enfouis avaient trouvé une brèche. Les voisins parlaient, dénonçaient, les phrases fusaient, les souvenirs refaisaient surface, les regards échangés prenaient sens. Les caméras enregistraient. Des extraits circulaient déjà sur les réseaux. On entendait « c'est pas la première fois ». Ça devait arriver à quelqu'un comme Madeleine,
pour que ça explose. Il faut que ça change. Le maire fut contacté. Une conférence fut organisée en urgence, d'abord pensée comme une simple déclaration, puis rapidement transformée en assemblée publique devant la pression populaire. Des témoignages affluèrent. Une mère raconta comment son fils avait été arrêté l'année précédente parce qu'il courait avec un sac à dos. Il allait juste chez son oncle. Il avait oublié ses clés. Ils l'ont plaqué au sol. Un jeune homme montra les marques qu'il gardait depuis une interpellation brutale à la sortie d'un supermarché. J'avais un paquet de riz et une brosse à dents. Ils ont dit que je courais trop vite. Des anciens, d'anciens fonctionnaires, des femmes, des pères, des adolescents, tous prirent enfin la parole. Ce que Madeleine avait subi devant sa maison avait été comme un éclair, mais derrière cette lumière vive, il y avait des années de silence, de regards détournés, de peur d'être accusé de trop parler. La fracture était ancienne, mais elle s'ouvrait au grand jour. Le maire arriva en urgence, entouré de conseillers au visage fermé, les pas rapides, les cravates desserrées, déjà dépassés par l'ampleur de ce qu'ils avaient trop longtemps ignoré. Il tenta d'apaiser la foule, le micro grésillant dans sa main, mais chaque mot générique provoquait un élan plus fort d'indignation. Il parlait de malentendus, de vérifications en cours, de valeurs républicaines, mais les visages dans la foule restaient figés, hostiles, incrédules. Ce n'était plus le temps des platitudes. C'est à ce moment qu'un membre du conseil municipal, un ancien élève de Madeleine, se leva. Il portait une chemise froissée, ses lunettes tremblaient sur son nez, mais sa voix était ferme. Il regarda le maire, puis la foule, puis Madeleine. « Il est temps que vous écoutiez. » Il pointa du doigt le micro. « Elle mérite ce micro, pas vos excuses toutes faites. » Le lendemain, dans la salle du conseil, pleine à craquer, Madeleine prit la parole. Des chaises avaient été ajoutées en hâte, des gens debout s'entassaient le long des murs, et d'autres encore écoutaient depuis le couloir, les bras croisés, les visages tendus. On respirait à peine. L'air était chargé de ce que personne ne disait encore, mais que tous étaient venus entendre. Elle portait une robe sobre, ses cheveux relevés, un fichu beige posé sur les épaules. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle était venue comme elle était toujours venue dans la vie, simplement, droite, entière. Elle se tenait droite, digne, les mains légèrement tremblantes mais les yeux fermes. Son regard ne fuyait rien. Pas les élus, pas les agents en uniforme assis au fond, pas les caméras braquées sur elle, pas les murmures qui s'étaient tus dès qu'elle s'était levée. Hier, j'ai été arrêtée sans raison. Sa voix était calme, posée. Sans tremblement, chaque mot tombait avec le poids de l'évidence. Aujourd'hui, je parle non pas en tant que victime, mais en tant que citoyenne. Elle prit une inspiration, posa ses mains à plat sur la table devant elle. Je demande des comptes. Pour moi, pour mon petit-fils, pour tous ceux à qui cela est arrivé sans que personne ne filme. Elle marqua une pause, une longue pause, le genre de silence qui contient toute une vie. C'était pas une hésitation. C'était un espace donné à la mémoire, à la douleur, au courage. Son regard balaya la salle, lentement. Il glissa sur des visages familiers. Une ancienne collègue d'école, les cheveux blanchis mais le regard brillant. Un commerçant qu'elle saluait chaque matin, la casquette tenue entre les mains. Une jeune mère qu'elle avait soutenue après une fausse couche, debout contre un mur, les yeux rouges. Puis elle s'arrêta sur ceux qui baissaient les yeux. Des figures influentes, des élus, des collègues d'Henri. Des hommes et des femmes figés dans leurs fauteuils, accablés de n'avoir jamais rien dit avant, d'avoir vu, d'avoir su, et de s'être tus. On entendait le silence de ceux qui écoutaient. Pas un mot, pas un soupir. Même les journalistes cessaient parfois de prendre des notes. Le maire, assis sur l'estrade, regardait ses feuilles, incapable de soutenir son regard. Il tournait ses pages lentement, machinalement, comme si cela pouvait le soustraire au moment. Des caméras retransmettaient en direct. Mais Madeleine, elle, ne cherchait pas les faits. Elle cherchait la vérité. Pas la mise en scène, pas les excuses préécrites. Elle parla de justice, pas de vengeance, de dignité, pas de colère vide. Elle ne s'enflamma pas. Elle s'enracina. Dans ses mots, dans son histoire, dans celle des autres. Elle parla de son enfance, où déjà les regards jugeaient sans qu'elle comprenne pourquoi. Où l'on lui disait « Tu parles bien », comme un compliment venimeux.
où elle avait appris très tôt à marcher en faisant le moins de bruit possible. Elle parla de son arrivée dans le quartier, 35 ans plus tôt, où certains n'avaient jamais frappé à sa porte, où elle avait attendu des années qu'on l'invite à une réunion de parents d'élèves, où elle avait compris qu'elle devrait se montrer irréprochable, plus que les autres, pour être acceptée un peu. Elle raconta les gâteaux offerts aux voisins, les services rendus sans attendre de retour, les sourires donnés même quand on ne lui répondait pas. De toutes les fois où elle avait mis les autres à l'aise pour ne pas les déranger avec sa présence. Ses petits gestes, cette retenue constante, ces efforts invisibles pour que personne ne se sente envahi. Elle les énuméra sans amertume, mais avec cette lucidité tranchante de ceux qui ont trop longtemps porté le masque pour ne pas déranger. Elle cita son mari, Henri, disant que l'uniforme était un honneur, pas un bouclier pour l'abus. Il me disait toujours « Quand tu portes cet uniforme, tu représentes mieux que toi-même. Tu représentes la promesse qu'on est tous égaux. » Elle regarda un jeune agent au fond de la salle, qui détourna les yeux. Elle évoqua la peur de Léo, ses larmes, et ce qu'il aurait pu garder en lui si personne n'avait dit stop. « Mon petit-fils n'a que 8 ans, mais il a déjà vu ce qu'aucun enfant ne devrait voir. Une femme qu'il aime, qu'il respecte, menottée sans raison. Il a appris en 1 seconde que l'amour ne protège pas toujours de l'arbitraire. » Elle demanda des réformes. Pas des mots, pas des gestes symboliques. De vraies réformes. Une enquête indépendante, transparente, publique. Une remise en question de chaque protocole qui permet encore ce genre d'erreur. Elle nomma les angles morts, les silences dans les rapports, les réflexes appris, mais jamais remis en question. Elle demanda des formations humaines, pas seulement des cours sur le maniement des armes. Savoir viser ne suffit pas. Il faut aussi savoir voir, dit-elle, et plusieurs dans la salle frémirent. Elle ne dénonçait pas pour diviser, mais pour reconstruire. Elle parlait de prévention, de responsabilité collective, de justice vivante. Et surtout, que plus jamais une grand-mère ne soit traînée devant ses voisins pour avoir eu la mauvaise couleur de peau dans le bon quartier. Ces mots, simples et terribles, résonnèrent comme une gifle dans la salle du conseil. Elle termina simplement, sans hausser la voix. « Je ne demande pas l'impossible. Je demande juste qu'on me traite comme vous traiteriez votre mère. » Cette dernière phrase suspendit le souffle de l'assemblée entière. Pas un mot ne vint immédiatement, comme si chacun devait encaisser cette vérité intime. Les gens applaudirent, certains debout, d'autres en pleurs. Ce n'était pas une ovation politique, c'était une libération, une reconnaissance. Certains posèrent leur téléphone, comme par respect. Il ne s'agissait plus de capturer un moment, mais de s'en souvenir. Le maire se leva à son tour, cette fois sans discours. Il dit simplement « Je vous entends. Et j'ai honte. » Pas un mot de plus. Et pourtant, il tremblait. Ce n'était qu'un début, mais c'était le leur. Une onde de changement traversait la salle. Ce n'était plus Madeleine seule. C'était un écho porté par une communauté entière. Une femme avait dit non, calmement, mais avec une force que rien ne pouvait contenir. Ce jour-là, à Valmont, la peur recula d'un pas. Ce soir-là, dans le calme retrouvé de la maison, les guirlandes toujours suspendues, le gâteau entamé sur la table, les serviettes encore tachées de chocolat, Madeleine raconta à Léo une histoire pour l'endormir. Elle était fatiguée, mais il avait insisté. Pas de dragon, pas de fusée, pas d'histoire inventée. Il voulait entendre encore une fois ce qu'elle avait dit à la mairie. Chaque mot, chaque silence. Elle s'assit près de lui, sur le lit, le caressant doucement derrière l'oreille. Il l'écoutait les yeux grands ouverts, absorbant chaque mot comme si c'était une promesse pour demain. Il hochait la tête, parfois fermait les yeux pour mieux imaginer les visages dans la salle du conseil, les mots qui se levaient au-dessus du silence. Lorsqu'elle eut terminé, il la regarda longuement, les yeux brillants. « Mamie, quand je serai grand, je veux être comme toi, quelqu'un qui n'a pas peur. » Elle sourit, les larmes aux yeux, et répondit d'une voix tremblée mais ferme. « Alors tu seras bien plus que ça. Tu seras le changement. » Elle le serra longtemps dans ses bras, jusqu'à ce que son souffle s'apaise, jusqu'à ce que ses paupières tombent doucement. Elle resta encore un peu, la main posée sur sa couverture, regardant les étoiles fluorescentes collées au plafond, celles qu'il avait accrochées avec fierté. Et puis, dans le silence de la pièce,
Elle murmura pour elle-même qu'il n'oublie jamais. Quelques semaines plus tard, alors que le débat sur la réforme de la police faisait rage, une pétition fut lancée. Puis une commission spéciale, puis un vote au conseil régional. Des médias vinrent filmer les débats. Des figures nationales mentionnèrent l'affaire Madeleine Beaulieu comme un tournant. Elle, pourtant, refusa les plateaux, les hommages, les projecteurs. Madeleine fut invitée à parler devant l'Assemblée locale. Elle déclina l'invitation. Elle disait que d'autres devaient maintenant porter la voix, que sa part, elle l'avait donnée, que le courage n'était pas une scène, mais une transmission. Mais le lendemain, alors qu'elle promenait Léo à l'entrée du parc, elle s'écroula soudainement, ses mains crispées sur les bretelles du petit cartable qu'elle tenait pour lui. Une crise cardiaque, fulgurante. Le SAMU arriva trop tard. Elle n'avait pas eu le temps de dire un mot, juste un dernier geste vers Léo. Le quartier entier pleura. Même ceux qui, jadis, n'avaient jamais osé lui adresser la parole. Les volets restèrent fermés ce jour-là. Les commerces suspendirent leur activité. Les enfants, silencieux, avaient dessiné des cœurs sur les vitrines. Et devant sa maison, une photo encadrée fut posée sur une chaise vide, entourée de fleurs et de messages. « Merci, Madeleine. » À ses funérailles, ce fut Léo qui prit la parole. Il n'avait que 8 ans, mais sa voix ne tremblait pas. Il tenait une feuille froissée, mais il ne la lut presque pas. Ma mamie m'a appris que parler, c'est déjà agir. Elle est partie, mais elle n'a pas eu peur. Et moi non plus. Je continuerai. Parce qu'elle m'a dit que je suis le changement. Et je la crois. Et ce jour-là, dans ce petit cimetière de Valmont, il y eut moins de silence que de promesses.